Chers amis fidèles à mes conférences, eh bien voici la 17e qui va se situer tout à fait dans le prolongement de la précédente. Je vous avais montré comment l'univers se fait à partir de 4 Legos. Le Lego des particules, une douzaine. Le Lego des atomes, 92 atomes. Puis on passe à un Lego déjà plus sophistiqué qui est le Lego des molécules minérales, à peu près 2000 sur Terre. Et le 4e Lego, où là, il y a ce que j'avais appelé une combinatoire explosive, c'est-à-dire que on voit apparaître des macromolécules, des chaînes de molécules, et là, la variété devient infinie. Et ça, c'est une explosion, ça crée une très grande variété, mais une très grande variété, c'est aussi le chaos. Alors nous allons voir que la vie échappe au chaos. Et comment? Eh bien, c'est parce que parmi toutes les possibilités de réaction infinies que présentent ces macromolécules, une partie très très fine va être sélectionnée. Dès que je dis sélection, vous pensez à Darwin, vous avez raison. Une partie très petite de cette immensité de réactions chimiques possibles va être sélectionnée, et nous allons voir que cette sélection, elle est opérée par des agents qui sont eux-mêmes des macromolécules, des agents qu'on appelle les enzymes. J'ai intitulé donc cette conférence Catalyse et auto-assemblage. Auto-assemblage, nous allons voir comment ce Lego, qui est le plus sophistiqué, le Lego du vivant, comment il joue, et comme les autres Lego, il s'agit de pièces qui s'assemblent, mais vous allez voir, et vous allez être surpris peut-être par certains de ces assemblages, et je parle d'auto-assemblage parce que ça se fait tout seul, et nous en parlerons très largement. Nous sommes donc dans le 4e Lego, qui est le Lego des molécules du vivant. Ce sont des chaînes qu'on appelle des polymères. Et je vous rappelle de quoi je parle. Je parle essentiellement des protéines et aussi de l'ADN. Grosso modo, c'est ça. Les macromolécules, il y a aussi les lipides et puis les sucres. Et c'est ça qui forme le vivant, ce sont les briques du vivant. Eh bien, nous allons beaucoup parler des protéines. Les enzymes sont elles-mêmes des protéines et aussi de l'ADN, ce qui constitue le vivant. Alors les enzymes, nous allons voir que ce sont des outils qui contraignent des réactions chimiques et qui obligent des réactions chimiques à se faire. Alors, selon quels critères se fait ce choix? C'est l'adaptation à l'environnement. Le choix des réactions qui sont les bonnes, c'est le choix des réactions qui permettent la vie. Et pourquoi sont-elles sélectionnées? C'est la sélection naturelle, c'est-à-dire que les êtres qui ne choisissent pas les bonnes réactions disparaissent et n'ont pas de progéniture. Donc c'est sélectionné par darwinisme. Alors comment cela se transmet d'individu à individu? C'est le génome. Je vous rappelle que dans le génome, nous avons 23 000 gènes à peu près, qui sont des séquences, comme des colliers de perles. Je parle toujours de colliers de perles pour dire polymère. Mais comme polymère, c'est un mot un peu abstrait, je préfère collier de perles. Et puis ces colliers de perles sont porteurs d'informations, c'est-à-dire que s'il y a 2 perles rouges suivies d'une perle verte, suivies de 2 perles grises, suivies d'une perle, etc., c'est une information, c'est un texte. Et sur ces 23 000 gènes qui commandent un petit peu tout ce qui se passe dans notre organisme et qui se transmettent bien sûr de génération en génération, eh bien 7000 d'entre eux codent des protéines qu'on appelle des enzymes, qui sont d'autres colliers de perles. On va en parler largement. Mais vous voyez, j'insiste, 23 000 gènes, un tiers de ces 23 000 gènes codent des enzymes. Il y a donc 7 000 enzymes dans votre corps. Et à quoi servent ces 7 000 enzymes? Elles servent à commander des réactions chimiques. Et en fait, elles en commandent moins que leur nombre. Elles en commandent 5 000. Vous voyez, il faut 7 000 enzymes pour commander les 5 000 réactions de votre corps. Et je répète tout le temps, les 5000 réactions de votre métabolisme, réactions chimiques, ne se feraient pas du tout s'il n'y avait pas ces enzymes pour les guider, les forcer, les commander, et elles ne se feraient pas du tout, ou dans
quelques cas très rares, elle se ferait, mais alors avec une lenteur et d'une façon partielle qui fait que ça ne serait pas approprié pour un être vivant. Donc ce sont bien les enzymes qui restreignent toutes les possibilités de cette explosion combinatoire, toutes les possibilités des réactions. Les enzymes les restreignent à un nombre réduit de réactions. Dans votre corps, notre corps c'est un peu ce qu'il y a de plus complexe dans le vivant, hein, ça fait 5000 réactions. Alors, comment tout cela marche? J'aime bien cette boutade. Quel est le but d'un être vivant? Quel est le but d'un être vivant? C'est d'être vivant, c'est tout. Alors, c'est pas tout à fait tout. Il faut préciser que comme nous sommes des êtres qui se reproduisent, génération, 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 etc., eh bien, le but de l'être vivant, c'est la perpétuation de l'espèce. Donc, son but, c'est d'être vivant, mais pas forcément lui-même. La meilleure preuve, c'est qu'à un moment, il meurt. Mais c'est surtout de préserver l'espèce. Et les espèces, eh bien, elles préservent ceci, tout simplement parce que si elles ne le préservent pas, elles disparaissent. C'est la loi darwinienne. Voilà. Alors nous allons parler de catalyse et de cette explosion combinatoire qui finalement n'explose pas parce qu'il y a la catalyse pour l'empêcher d'exploser. Comment se sélectionne l'ordre? Donc c'est la catalyse. La catalyse permet d'avoir quelque chose d'ordonné et de finalement déterministe ou déterminé dans cette explosion combinatoire des macromolécules qui pourrait donner tout et n'importe quoi à l'infini. Et donc, ces enzymes introduisent et garantissent l'ordre dans l'être vivant. Alors, qu'est-ce qu'un catalyseur? Et là, je vais vous en citer 3, du plus simple au plus complexe. Le plus complexe, ce sont les enzymes. Mais avant, il faut parler de 2 catalyseurs qui sont tout de même très efficaces, qui sont d'abord, le premier, les surfaces. Une surface a une action de catalyseur. Alors ça se comprend. Pour le comprendre, le mieux c'est de reprendre l'exemple du pot catalytique des voitures. Votre voiture, en fonctionnant, émet des gaz et dans les gaz il y a des imbrûlés. Oui, parce que le moteur tourne trop vite et par rapport à la vitesse des réactions chimiques entre l'essence et l'oxygène, le moteur tourne trop vite et il ne peut pas brûler toute l'essence. Et donc, se retrouve dans les gaz de l'essence imbrûlée et de l'oxygène. Alors, comme c'est polluant, eh bien, on fait réagir ces gaz pour achever la combustion. Alors, comment fait-on? On fait passer ces gaz dans un pot, et si vous ouvrez un pot et vous regardez ce qu'il y a à l'intérieur, il y a une céramique qui est alvéolée, c'est-à-dire ça fait penser un peu à une mousse, si vous voulez, c'est solide, mais c'est une mousse pleine de petits trous et on fait passer le gaz à travers cette mousse. Alors pourquoi? Parce que qui dit mousse et qui dit multiples bulles, dit aussi grande surface. Finalement, par un matériau alvéolé, on arrive à compacter dans un pot catalytique une grande surface. Et pourquoi une surface? Eh bien tout simplement parce que le but, c'est que les molécules imbrûlées d'essence rencontrent les molécules d'oxygène. S'il y a rencontre, il y a aussitôt oxydation, enfin l'essence brûle. Mais encore faut-il que les molécules se rencontrent. Or, le problème dans un gaz, comme le gaz d'échappement, c'est que les molécules sont libres, elles se promènent en 3 dimensions, et donc les probabilités de rencontre sont faibles. Alors, pour accroître les probabilités de rencontre, on place tout ceci dans un système où il y a beaucoup de surface, et les molécules ont tendance à se coller aux surfaces, et quand elles se collent aux surfaces, cela limite leur mouvement. Elles ne sont plus en 3D, elles sont en 2D, et donc elles ont une beaucoup plus grande probabilité de se rencontrer. C'est le principe des matériaux alvéolés, comme dans votre pot catalytique de voiture. Dès que les molécules se collent à une surface, elles ont une plus grande probabilité de rencontre et donc il y a un effet catalytique. Le deuxième catalyseur naturel, ce sont les métaux. Les métaux sont d'excellents catalyseurs, on va en parler plusieurs fois.
Tout à fait naturellement. J'aurais du mal à vous expliquer pourquoi. C'est de la mécanique quantique, ça tient à la disposition des orbites de leurs électrons en fait. Et donc le métal est un excellent catalyseur, c'est-à-dire que deux réactifs qui touchent un métal seront encouragés à réagir l'un avec l'autre. Les métaux sont de très bons catalyseurs et c'est pour cela que dans le pot catalytique dont je vous parlais précédemment, les alvéoles sont métallisés. Ce sont des alvéoles métallisés pour accroître le contact et accroître le contact avec les métaux. Je prépare un troisième livre sur l'origine de la vie. Eh bien, les métaux jouent un rôle très important à l'origine de la vie, c'est-à-dire dans le passage de la chimie minérale à la chimie vivante. Là, il y a des réactions qui sont improbables en soi et elles ne peuvent se produire qu'avec des catalyseurs. Eh bien, les métaux ont été très certainement les tout premiers catalyseurs qui ont joué. Et joué où? On pense aujourd'hui que la vie est apparue au fond des océans, dans des fosses océaniques, où se trouvent de multiples cheminées qu'on appelle hydrothermales parce que ce sont des endroits où ressort de l'eau du sous-sol qui a été chauffée par le magma terrestre, le magma fondu, qui a été chauffé et qui a récupéré au passage beaucoup de minéraux très réactifs, dont des métaux. Et donc, cette eau chaude ressort dans les cheminées hydrothermales et fabrique des concrétions rocheuses qui sont pleines d'alvéoles. Naturellement, ça refabrique un pot catalytique, si vous voulez. Une cheminée hydrothermale, c'est une concrétion rocheuse qui est pleine d'alvéoles. Et comme il y a beaucoup de minéraux qui remontent et surtout de métaux, eh bien, ces alvéoles se métallisent. Et voilà, la cheminée hydrothermale est construite comme un pot catalytique de voiture. On peut dire aussi, l'homme imite la nature finalement. Et c'est là que se crée un berceau de la vie, si vous voulez, qui est favorable aux premières réactions organiques. Voilà, donc les surfaces, les métaux. Et le troisième type de catalyseur, c'est l'enzyme. Mais alors là, l'enzyme, c'est tout à fait autre chose. Car les surfaces et les métaux sont des catalyseurs généraux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réactions qui, au contact des surfaces et des métaux, sont favorisées, sont facilitées. Beaucoup de réactions, je les qualifierais donc de catalyseurs généralistes, si vous voulez. Le cas de l'enzyme est très différent. L'enzyme est totalement spécialisée pour un type de réaction. C'est-à-dire que l'enzyme, c'est une molécule qui possède une forme bien précise, qui épouse la forme d'un produit A et est capable de attraper ce produit A et de le fixer. Sa forme lui permet de reconnaître aussi une autre molécule B, l'attraper, et quand l'enzyme a attrapé les deux, l'enzyme les force à réagir. Donc, ça ne marche que pour un produit bien spécifique, A, l'acide citrique, un produit B, une autre molécule, et ce sont des catalyseurs entièrement spécifiques. Au cours de l'évolution, ils ont été affinés progressivement pour agir uniquement sur une réaction. On va voir plus précisément ce que sont ces enzymes. Bon, ce sont des protéines. Je vous disais qu'une protéine, c'est une chaîne comme un collier de perles. Les perles, ce sont des petites molécules qu'on appelle des acides aminés. Il y a 20 sortes d'acides aminés utilisés par le vivant. Toutes les espèces vivantes utilisent les mêmes 20 acides aminés. 20 couleurs de perles, si vous voulez en avoir une image. Et ce qui est important dans ce collier de perles, c'est l'ordre des perles, parce que l'ordre des perles définit ensuite une forme. En effet, une protéine, que ce soit une enzyme ou que ce soit une autre protéine, elle se replie sous l'effet de force électrique, elle se replie selon une certaine forme, et cette forme, elle dépend de la séquence qu'il y avait. Donc une séquence égale une forme. Et cette forme, dans le cas d'une enzyme, elle est adaptée pour attraper une molécule A, une molécule B et créer quelque chose. Ce sont donc des protéines qui sont spécialisées pour manipuler le Lego du vivant. Mais j'insiste, c'est très spécifique parce que c'est un peu l'équivalent d'un outillage qui va pouvoir rejoindre deux pièces, mais cet outillage ne fonctionne que pour ces deux pièces. C'est pas un outil général. Voilà, et ça marche parce que ces enzymes épousent
parfaitement la forme des molécules sur lesquelles elles vont agir. Je vous en donne deux exemples. Et d'abord, vous pouvez regarder ce dessin qui est l'anhydrase carbonique. Au passage, je vous parle de déshydrogénase et je vous parle d'anhydrase. Eh bien, chaque fois que vous voyez ase, c'est un suffixe qui veut dire une enzyme. Voilà. Et celle qui est représentée sur la figure, c'est l'anhydrase carbonique. C'est, je dirais pour résumer, c'est un filament qui est très long, le collier de perles, qui se replie et qui forme une pelote. Là, vous reconnaissez bien la forme d'une pelote. Alors, vous me direz pourquoi y a-t-il des filaments violets? Bon, ça, c'est la protéine, hein, c'est le fil du collier de perles. Et que veulent dire les structures qui sont jaunes et qui sont rouges? C'est toujours le fil. Mais c'est que le fil a tendance à s'entortiller pour former des structures, comme par exemple le jaune, ce sont des structures en hélice, un peu comme l'ADN. Ça forme des hélices et ça forme aussi des parties plates. Le rouge, ce sont des parties qui sont plates. Et donc, on retrouve dans toutes les protéines un peu ces deux types de formes. C'est pour ça qu'on leur donne une couleur. Mais au total, vous pouvez vous souvenir que c'est une pelote de fil, tout simplement. C'est une structure linéaire, un fil qui s'est regroupé dans une pelote. Et c'est la forme de cette pelote qui est adaptée pour saisir une molécule particulière. Alors il y a un endroit dans la protéine qui est très très finement ajusté, c'est l'endroit où précisément une ou deux molécules vont venir se coller. Et là, il y a une précision extrêmement forte. Et on appelle ça le site catalytique de l'enzyme. C'est vraiment le cœur de l'enzyme, l'endroit qui joue. Et c'est important parce que quand il y a une mutation accidentelle, si la mutation porte sur les rubans jaunes que vous voyez là, ou rouges, très souvent, la mutation n'aura pas vraiment d'effet. Par contre, si la mutation porte sur le site catalytique qui est au centre ici, alors là, il y a un effet extrêmement puissant. L'effet, c'est simple, hein. C'est létal. Si cette mutation n'est pas favorable, l'individu meurt ou en tout cas n'a pas de descendance, présente une faiblesse. Si au contraire, cette mutation est favorable sur le site catalytique, alors ça aura beaucoup d'importance parce que l'enzyme deviendra beaucoup plus performante. Et par conséquent, l'organisme deviendra plus performant. Alors c'est comme ça que les enzymes se sophistiquent. Les toutes premières enzymes étaient très courtes, c'était des petits colliers de perles de 3, 4, 5 perles, voyez-vous, c'était déjà de bons catalyseurs. Et puis au cours du temps, elles se sont sophistiquées. Je vous ai présenté la dernière fois une protéine qui s'appelle l'hémoglobine, et je vous ai dit que c'était un collier de 500 perles. Vous voyez, on est passé de 4-5 perles à 500. Mais ça a pris du temps, c'est l'évolution darwinienne. Donc chaque fois qu'il y a, et surtout sur le site catalytique de la protéine, une mutation favorable, elle est immédiatement retenue par la sélection. Dernier commentaire sur cette protéine, vous voyez un petit point blanc au milieu. C'est un atome de zinc, un atome de métal. Et dans beaucoup de protéines, on trouve un atome de métal. Par exemple, je vous avais parlé de l'hémoglobine la dernière fois, je vous avais montré que l'hémoglobine avait en son centre un atome de fer. C'est pour ça que si vous êtes anémié, on vous demande de manger des lentilles. C'est pour cet atome de fer qui est extrêmement important dans l'hémoglobine. Et beaucoup des enzymes ont en leur centre, là où c'est vraiment le plus important, un atome de fer, de zinc, de nickel, de chrome, ils ont un atome métallique. Et voyez-vous, on pense que ce petit atome qui se trouve au centre, c'est un fossile en fait. Oui, parce que je vous disais au début de l'origine de la vie, les métaux ont dû jouer un rôle très important de catalyseur. Eh bien, ce rôle, ils l'ont conservé. C'est-à-dire que les enzymes se sont construites autour d'un atome de métal parce que le métal a cette vertu catalytique. Alors, on appelle ça des protéines organométalliques et il y en a énormément. Et en général, c'est juste un atome, ça suffit. Alors, je vais vous parler de deux enzymes qui sont tout à fait frappantes l'une comme l'autre. La première, c'est pour donner un exemple très concret. Vous passez une soirée bien arrosée, vous rentrez chez vous,
vous avez la nuit pour métaboliser l'alcool. Ce qu'on appelle métaboliser l'alcool, c'est-à-dire en fait débarrasser votre organisme de l'alcool. Si vous deviez compter simplement sur l'urine et la transpiration, c'est-à-dire les deux mécanismes qui permettent d'évacuer des liquides, il vous faudrait plusieurs jours pour métaboliser l'alcool. Donc vous iriez au travail le lendemain, le surlendemain et peut-être toute la semaine, un peu en titubant parce que vous auriez toujours de l'alcool dans votre organisme. Dieu merci, ça va beaucoup plus vite, et ça va beaucoup plus vite parce que vous avez un gène qui code une enzyme qui s'appelle l'alcool déshydrogénase. Ça veut dire qu'elle va déshydrogéner une molécule d'alcool. Grosso modo, elle va détruire une molécule d'alcool, pour présenter les choses simplement. Eh bien, comment ça se passe ? Quand vous avez bu de l'alcool, dès que l'alcool atteint un certain niveau dans votre sang, votre génome se met à exprimer cette protéine, c'est-à-dire que le noyau de vos cellules envoie dans la cellule des messages qui sont des petits brins d'ARN relatifs à ce gène particulier. Donc ce sont des copies, si vous voulez, de ce gène, copies d'ARN, qui vont flotter dans les cellules et qui vont être fabriquées en série. Et donc vous avez plein de petits messagers comme ceci. Et ces petits messages du génome, si vous voulez, vont chacun fabriquer, selon un mécanisme que nous allons voir, fabriquer en série de l'alcool déshydrogénase. Et vous allez vous retrouver avec, dans vos cellules, de plus en plus de cette enzyme. Et que fait cette enzyme ? Eh bien, dès qu'elle voit passer une molécule d'alcool, elle l'attrape, elle a la bonne forme, elle a la forme idoine, elle l'attrape, elle la casse en deux, et elle éjecte les deux morceaux. Une fois qu'elle a fait ça, elle retrouve sa forme initiale et elle est prête pour recommencer. Elle attrape une molécule d'alcool, elle la décompose et on repart pour un tour. Et là, vous voyez une des qualités des catalyseurs. Un catalyseur n'est pas consommé dans la réaction. Heureusement, parce que si le pot catalytique de votre voiture était consommé par les imbrûlés, il faudrait changer votre pot catalytique chaque fois que vous prenez votre voiture. Donc, le catalyseur n'est pas consommé, il n'intervient pas dans la réaction. Il a un rôle de tiers qui favorise la réaction, mais c'est tout. Eh bien, l'alcool déshydrogénase, c'est ça. Elle prend une molécule, elle la casse en deux, et puis elle est prête pour le suivant. Et elle fait ça à l'infini, tant qu'il y a de l'alcool. Elle fait ça à un rythme de 1000 fois par seconde. Vous voyez l'efficacité des enzymes, elles répètent cette séquence 1000 fois par seconde si vous avez de l'alcool dans votre sang. Alors, en préparant cette conférence, j'ai appris quelque chose. Ben oui, parce que quand on s'intéresse aux sciences, on en apprend tous les jours. Alors, voilà ce que j'ai appris, c'est que l'alcool déshydrogénase, finalement, elle a une histoire assez courte. Elle date de 10 millions d'années environ. Alors vous me direz, mais comment on sait ça ? Eh oui, on le sait grâce à des programmes mathématiques qu'on appelle des algorithmes de coalescence, et ces algorithmes, on les applique au génome. Et on fait parler le génome, si vous voulez. Et quand on applique ces algorithmes à un échantillon de différents génomes de la même espèce, eh bien, cet algorithme permet de remonter dans le temps et de dire quel est l'âge du gène en question. Ça paraît miraculeux, mais ce sont les mathématiques. Eh bien, on a estimé que cet alcool déshydrogénase, elle datait de 10 millions d'années. 10 millions d'années, c'est pas encore l'homme. 10 millions d'années, c'est l'ancêtre de l'homme et du chimpanzé. C'est ce qu'on appelle la séparation homme-singe qui a eu lieu il y a environ 7 millions d'années. Ben là, on est juste avant. On était donc dans une sorte de chimpanzé humain, si vous voulez, l'ancêtre commun entre nos deux espèces. Et alors pourquoi la sélection darwinienne a fait apparaître ce gène il y a 10 millions d'années ? Eh bien, c'est tout à fait amusant. Dans la nature, il arrive que les singes soient saouls. Et oui, j'ai vu une vidéo là-dessus tout à fait hilarante, où on voit des chimpanzés dans la forêt qui sont complètement saouls. Ils marchent en se tenant au tronc d'arbre, ils tombent par terre, ils s'endorment par terre, ils se relèvent en titubant, et ils marchent en se tenant de nouveau aux arbres, et ils sont complètement saouls. Alors pourquoi ? C'est simplement parce que
il y a certaines espèces de fruits qui tombent au sol et qui pourrissent, qui fermentent. Et en fermentant, ils font de l'alcool. Et donc, à un certain moment, les singes trouvent ces fruits et ils les trouvent bons. Et puis, après tout, ils ont peut-être un certain goût pour l'alcool, comme nous, pourquoi pas. Et ils abusent un petit peu de ces fruits et ils deviennent complètement ivres. Et il n'y a pas que les singes. J'ai vu aussi une vidéo un jour d'une espèce, je crois, d'antilope qui, à un moment précis de l'année, c'est-à-dire le moment où certains fruits tombent et se pourrissent, eh bien, devenait elle-même ivre. Alors, au gré de mutations, un beau jour, un singe a pu acquérir un gène qui métabolisait l'alcool, enfin qui aidait la destruction de l'alcool. Et à partir de là, par sélection naturelle, comme c'était important pour le singe de détoxifier son organisme, eh bien, ce gène s'est développé et s'est sophistiqué, et c'est l'origine, il y a 10 millions d'années, de l'alcool hydrogénase, qui fonctionnera dans votre organisme la prochaine fois que vous boirez de l'alcool. 1000 fois par seconde, je vous disais que c'était un très bon rythme, mais il y a beaucoup mieux. Et c'est pour ça que j'ai choisi comme second exemple l'anhydrase carbonique, parce que l'anhydrase carbonique est l'enzyme la plus rapide que l'on connaisse. Alors que fait-elle? L'anhydrase carbonique, elle fait un peu l'inverse de ce qui se passe dans le pot d'échappement, c'est-à-dire qu'elle prend des molécules de CO2 et elle les combine avec l'eau pour faire de l'acide. Elle détruit les molécules de CO2 et c'est très important dans l'organisme parce que c'est un moyen de trouver du carbone. Vous savez que toute la chimie de notre corps repose sur le carbone, donc il faut bien une source de carbone. Et donc, cette enzyme, elle attrape une molécule de gaz carbonique, une molécule d'eau, elle les oblige à se combiner et ça donne de l'acide carbonique. 500 000 fois par seconde, elle est capable de réaliser ça 500 000 fois par seconde. Alors, ça paraît évidemment extrêmement rapide, mais il faut comprendre qu'au niveau moléculaire, si on se place vraiment à l'échelle des atomes, où là, les masses sont extrêmement faibles et les forces sont très subtiles, 500 000 fois par seconde, c'est quelque chose qui est courant, qui n'est pas étonnant en soi. C'est étonnant à notre échelle. Alors, je vous l'ai dit maintenant, ces enzymes sont extrêmement bien ajustées par 4 milliards d'années d'évolution darwinienne. Et pourquoi sont-elles si efficaces? C'est parce que, précisément, elles ont une forme qui épouse exactement la forme des molécules cibles. Et comme je vous l'ai dit, ces formes, elles sont codées dans le génome parce que dans le génome, une séquence de collier de perles se traduit ensuite dans une protéine, et nous allons voir comment, et se traduit par une forme. Une séquence, c'est une information, une séquence de collier de perles, c'est une information, cette information se traduit par une forme, et c'est cette forme qui joue. Voilà. Alors ceci nous mène à un des secrets du vivant, c'est l'auto-assemblage. L'auto-assemblage, c'est le fait que grâce aux enzymes, les briques du vivant, les macromolécules, vont s'assembler toutes seules. Donc c'est un Lego, et un Lego très très compliqué, parce que qu'y a-t-il de plus compliqué qu'un corps comme celui de l'homme? Eh bien, c'est un Lego extrêmement compliqué, avec des formes complexes, qui s'assemblent toutes seules. Pas tout à fait toutes seules, elles sont aidées par les enzymes. Mais au total, on parle d'auto-assemblage parce que finalement, tout ceci s'assemble sans qu'il y ait un ouvrier ou quelqu'un qui fasse le travail. Ça se fait tout seul. Et c'est simplement parce qu'elles ont la bonne forme. Et que les Legos sont aimantés, je vous l'ai dit, il y a des forces électriques. Et ces forces les poussent à réagir. Alors ça donne un côté tout à fait, je dirais, miraculeux à la vie, c'est-à-dire qu'on voit la plus grande des complexités se faire, pourtant sans qu'il y ait un ouvrier. Et ça se fait tout seul. On parle aussi d'auto-organisation, je vous dis que l'ensemble de l'univers s'auto-organise. Eh bien là, c'est une forme d'auto-organisation qu'on appelle l'auto-assemblage et qui paraît tout à fait miraculeuse. Alors pour vous expliquer ce côté miraculeux, j'ai représenté ici une gare. Et nous allons imaginer une métaphore, nous allons imaginer une personne qui arrive dans cette gare, on va même dire qu'elle n'est jamais venue dans une gare. C'est la première fois qu'elle voit une gare, elle voit un hall de gare,
Et cette personne est sourde. Elle arrive dans la gare et elle regarde autour d'elle. Qu'est-ce qu'elle voit? Du monde partout. Il y en a un qui s'achète un sandwich, un autre qui est en train de regarder son téléphone, le troisième qui attend en bâillant aux corneilles. Elle voit plein de monde comme ça qui s'affaire dans son coin. Et tout d'un coup, il y a une annonce dans un haut-parleur, mais cette personne n'entend pas l'annonce. Et tout d'un coup, elle voit un tiers de tous ces gens-là qui cessent immédiatement ce qu'ils faisaient et qui part dans la même direction et qui finalement aboutit à la même porte. Que pense cette personne qui n'a jamais vu une gare de sa vie et qui n'entend pas le son? Elle se dit, mais comment ces êtres humains qui sont là, tout d'un coup, décident tous de faire quelque chose d'organisé, c'est-à-dire d'aller tous au même endroit? Eh bien, c'est l'impression que donne l'assemblage du vivant, l'auto-assemblage. On a l'impression que tout se fait miraculeusement. En fait, c'est pas miraculeusement, je vais vous expliquer comment ça se fait. Dans le vivant, les molécules se rejoignent parce qu'il y a un haut-parleur. Eh oui, le haut-parleur, c'est le génome. C'est le génome qui, à un moment, produit de l'alcool hydrogénase parce qu'il y a trop d'alcool dans votre sang et qu'il faut une réaction pour que vous puissiez dessouler. Donc il y a un haut-parleur, c'est le génome. Il diffuse des sons, il donne un peu des ordres, si vous voulez, et il fait que les processus se déclenchent. Voilà, c'est le haut-parleur. Et le message qu'envoient les haut-parleurs, ce sont les enzymes. Je vous disais que le génome déclenchait la fabrication d'enzymes alcool-hydrogénase pour qu'elle aille faire le travail de nettoyage dans votre sang. Eh bien, l'enzyme va se promener dans votre corps partout et elle va faire ce travail. Donc, c'est un message qu'elle diffuse, et c'est plus que diffuser un message, elle est actrice, l'enzyme, dans ce nettoyage. Quant au reste des molécules, elles se contentent de suivre le mouvement, c'est-à-dire qu'elles sont attrapées par des enzymes qui les obligent à réagir, et tout ça, finalement, est commandé. Seulement, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas un chef d'orchestre au-dessus, il n'y a pas un ouvrier, un ingénieur ou quelqu'un qui leur dit ce qu'elles doivent faire. Il y a simplement des signaux qui partent, des enzymes qui partent et qui font un certain travail. Et les molécules, elles sont attrapées comme ça et elles sont forcées de réagir. Donc ces enzymes guident le travail. Alors je disais qu'il n'y a pas d'acteur au-dessus de ça, ça se fait tout seul. Il y a quand même un acteur. C'est le hasard. Ah oui, parce que pour que les enzymes détruisent l'alcool, encore faut-il que les enzymes rencontrent l'alcool. Et pour que les enzymes rencontrent l'alcool, il faut un brassage. Et ce brassage, il est apporté par l'agitation thermique. Votre corps est chaud, donc si vous pouviez voir les molécules de façon très précise avec un tout petit microscope, vous verrez qu'elles sont en permanence en agitation, et c'est cette agitation qui est très rapide qui fait que les enzymes vont rencontrer les molécules d'alcool. C'est donc l'agitation thermique qui est à la manœuvre, et l'agitation thermique, c'est le hasard. Donc le maître d'œuvre derrière tout ça, c'est le hasard. Bon, on découvre aussi avec cet exemple que les systèmes les plus complexes qui soient sont des systèmes qui savent utiliser le hasard pour les aider à accomplir leur fonction. Donc c'est vraiment très savant d'utiliser le hasard comme un moyen. Et cette agitation thermique, elle est très importante. C'est pas pour rien que votre corps est à 37 degrés. Pourquoi? 37 degrés, ça correspond à une certaine agitation. Si vous faites de la fièvre, eh bien, votre corps va monter en température, et il ne faut pas qu'il monte trop haut. Parce que si la température monte trop haut, alors là, les réactions avec les enzymes ne se font plus, parce que l'enzyme de l'alcool déshydrogénase, par exemple, elle va attraper une molécule d'alcool, mais comme tout ça est très chaud et bouge trop vite, elle va la relâcher aussi vite qu'elle l'a attrapée et elle ne pourra pas accomplir son travail. Donc, pour accomplir son travail, il ne faut pas que l'agitation thermique soit trop forte. C'est la même chose si elle est trop faible. Imaginons que vous soyez perdu dans la montagne et que vous soyez en hypothermie. Eh bien, ça va ralentir votre métabolisme parce que les rencontres sont trop lentes, se font mal et les enzymes ne peuvent pas faire leur travail correctement. Et ça s'appelle l'hypothermie. Et vous savez ce que c'est? C'est un ralentissement du métabolisme. Ben oui, parce qu'il n'y a pas assez d'agitation thermique. Voilà, donc les 37 degrés de votre corps, c'est un optimum.
Votre corps est réglé à 37 parce que c'est là qu'il y a l'activité enzymatique optimisée. Voilà donc le côté surprenant des enzymes, c'est la façon dont elles réalisent tout ça, mais là nous allons voir comment elles sont fabriquées, ces enzymes. Et vous allez de nouveau voir un exemple d'auto-assemblage, peut-être le premier exemple, ou le deuxième, d'auto-assemblage. Je vous rappelle que les enzymes sont des protéines, une partie des protéines, et donc ce sont des colliers de perles. Et je vous rappelle que pour fabriquer ce collier de perles, il faut utiliser l'information du génome. Alors le génome, c'est l'ADN, et si à un moment donné vous avez besoin d'alcool hydrogénase parce que vous avez trop bu, eh bien le génome va fabriquer des copies du bon gène, le gène qui code l'alcool déshydrogénase. Il va fabriquer des copies. Pourquoi des copies? L'ADN, c'est l'original, c'est le document original qui a été transmis par vos parents. Et ce document original est dans un coffre-fort qui s'appelle le noyau de la cellule. Et cet ADN n'a pas le droit de sortir du noyau. Il est protégé dans le noyau et il y reste. Et ça, c'est un des secrets de notre longévité, c'est que notre ADN est préservé dans un coffre-fort. Par contre, il va fabriquer des copies, des photocopies. Et les photocopies, elles sont faites d'ARN. C'est un peu la même chose que l'ADN. C'est une molécule qui ressemble beaucoup. Et dans votre noyau, il y a des enzymes qui sont capables de faire des copies, autant de copies qu'il faut, d'un gène. Et si vous avez donc bu de l'alcool, votre génome va fabriquer des copies du bon gène. Et ces copies, on les appelle des ARN messagers, ARNM. C'est un peu comme un notaire qui vous dirait « Non monsieur, je ne peux pas vous donner l'acte original de vente parce qu'il doit rester dans mon office. Par contre, je peux vous donner autant de photocopies que vous voulez. » Eh bien là, c'est la même chose. Vous avez des photocopies qui vont se balader dans votre cellule en vue de fabriquer des protéines. Alors comment ça se fabrique? Il y a une enzyme, c'est pas une enzyme, c'est un ensemble d'enzymes qui est complexe, qui représente, je dirais, une mini-usine, qui s'appelle le ribosome. C'est cette boîte que vous voyez à droite. Et le ribosome, c'est une boîte dans laquelle le message de l'ARN, la séquence de l'ARN qui vient de votre génome, va entrer. Vous voyez, il y a une fente, et l'ARN, qui est porteur d'informations, va rentrer par cette fente. Et ça, moi, ça me rappelle quelque chose, les orgues de Barbarie. Vous savez comment ça fonctionne, un orgue de Barbarie? Vous avez une boîte, et par une fente, on fait entrer un ruban de carton. Ce ruban de carton possède des trous, c'est une bande perforée, et ces trous vont permettre, quand on tourne la manivelle, de fermer et d'ouvrir les tubes de l'orgue qui se trouvent dans cet instrument de musique. Donc on rentre une bande de papier qui est porteuse de l'information sous forme de perforation. Bon, ici, ce ne sont pas des perforations, c'est l'ARN qui entre, et il est porteur d'informations parce qu'il est composé de 4 lettres qu'on appelle des bases azotées. Bon, il y en a 4, et l'ordre dans lequel elles se succèdent, c'est ça l'information. Et c'est l'information qui va permettre de coder la protéine. Alors, je reprends le cours des choses. Cette bande d'ARN s'engage dans la fente, et là, elle s'enclique. Et le ribosome lit cette bande, et il voit qu'il faut qu'il trouve, pour commencer la protéine, on va dire qu'elle est faite de perles, de couleurs. Il y en a 20, je vous disais, il y a 20 perles qui sont 20 acides aminés. Vous les voyez là, appelés T, B, etc. G, ça veut dire guanine. Ce sont les 20 acides aminés qui se promènent dans l'eau. Et cette boîte, elle doit sélectionner, d'après l'information qui vient d'entrer, une perle rouge. On va imaginer que la perle rouge, c'est cet acide aminé là qui s'appelle G, la guanine. Et donc le ribosome sait qu'il doit mettre une molécule de guanine en premier pour fabriquer la protéine. Alors comment la trouve-t-il? Il ne la cherche pas, il attend simplement. Il attend, et plein de petits acides aminés se présentent à la porte, mais seul l'acide aminé G, qui correspond à la perle rouge, disons, seul l'acide aminé G a la bonne forme pour entrer dans la fente.
Et donc, ça prendra le temps que ça prendra. Vous avez d'autres acides qui passent par là, mais ils sont ignorés. Et puis, un beau matin, il y en a un qui arrive et qui est le bon, sur 20. Ça arrive quand même une fois sur 20, donc je dis un beau matin. En fait, en quelques dixièmes de seconde, vous êtes sûr d'en avoir un. Et dès que cet acide aminé qui est le bon se présente, clac, il entre dans le ribosome et c'est le premier acide aminé du collier de perles qu'on va fabriquer. Petit automatisme très bien conçu, dès qu'il est entré dans la boîte, le ruban d'ARN de l'orgue de Barbarie avance d'un cran. Et le ribosome voit perle verte. La deuxième doit être une perle verte. Il faut que je trouve une perle verte. Comment je trouve une perle verte? Je ne fais rien, j'attends. J'attends, et à un moment donné, si cette perle verte, c'est par exemple le F, eh bien, à un moment donné, il y a un F qui va passer devant la fente, et là, il va être accepté. Et il va entrer dedans. Vous voyez, c'est un automatisme assez bête, en tout cas pas plus compliqué que l'orgue de Barbarie. Vous avez donc une deuxième perle qui va entrer, et qui va être assemblée pour faire la protéine. J'ai donc un début de protéine qui est déjà fait de deux perles, une rouge, une verte. À ce moment-là, comme je le disais avant, la bande d'ARN descend d'un cran, clac. Aussitôt, le ribosome voit trouver une perle bleue et il attend qu'une perle bleue se présente. Quand elle s'est présentée, elle se joint et on a déjà une protéine faite de 3 acides aminés. Et on continue comme ça. Et c'est ça qui fait les protéines. C'est un processus qui paraît assez long et c'est vrai qu'à l'échelle moléculaire, il est assez long parce qu'on arrive à attraper comme cela 5 à 10 acides aminés par seconde. Donc, le petit clic-clac qui se produit à chaque pas se produit 5 à 10 fois par seconde. Bon, nous, ça nous paraît rapide, mais à l'échelon moléculaire, c'est très lent. Et c'est très lent tout simplement parce qu'il faut attendre qu'il y ait le bon acide aminé qui passe. Alors, une petite question, vous pouvez vous dire, mais tous ces acides aminés qui flottent dans la cellule, d'où viennent-ils? Eh bien, ils viennent de la digestion. Alors, remontons un peu en arrière. À midi, vous avez mangé de la viande ou du poisson. Ce sont des protéines. Donc, quand vous mangez de la viande ou du poisson, vous mangez ces chaînes que j'appelle des colliers de perles de protéines. Ces protéines ne sont pas les mêmes que les vôtres. Ben oui, le muscle du poisson ou le muscle du bœuf n'a pas des protéines qui coïncident avec les vôtres. Donc il n'y a pas un recyclage des protéines de muscles qui vont aller dans vos muscles. Ça, c'est impossible. Par contre, ce qui se passe dans votre estomac, votre intestin, c'est que le collier de perles que vous mangez, c'est-à-dire de la protéine de bœuf ou de la protéine de poisson, ce collier de perles va être décomposé en perles. Donc, il y a des enzymes, de nouveau, dans votre tube digestif, il y a des enzymes qui coupent les acides aminés et qui les libèrent. Et donc, après la digestion, vous avez une quantité énorme d'acides aminés qui part dans votre sang et qui circulent dans vos cellules. Alors, la chance, c'est que ce sont les mêmes acides aminés que les vôtres. Je disais, la protéine du muscle du poisson n'est pas la même que la protéine de votre muscle. Bon, donc on ne peut pas recycler du muscle dans du muscle. Par contre, les maillons, les perles sont les mêmes. Il y en a 20 acides aminés qui sont communs à l'ensemble du règne vivant. Et donc, ce sont les mêmes perles. Et ces perles sont relâchées dans votre organisme après la digestion et vous en avez partout. Et vous en avez suffisamment pour que la boîte du ribosome qui est là puisse récupérer à chaque fois la bonne perle. Elle circule tout simplement. C'est ça l'auto-assemblage. Vous voyez, vous avez un mécanisme qui vous permet de casser les protéines de la chair de bœuf ou de poisson. Et puis, ces briques sont envoyées tout simplement par le hasard dans votre organisme et elles circulent partout. C'est comme ça que ça se passe. Alors voilà comment est faite la protéine. Vous avez donc en entrée ici une bande d'ARN comme dans l'orgue de Barbarie, et vous avez à la sortie une autre chaîne qui sort qui est la protéine. Et donc vous avez la transformation dans le ribosome, vous avez la transformation entre une information, puisque l'ARN est porteur d'une information, et une forme, puisqu'une protéine, je vous disais, c'est une forme. Qu'elle soit enzyme ou pas, c'est une forme. Et c'est ça le secret du vivant, la quintessence de l'être vivant, c'est la correspondance entre un message et des formes.
Dans la boîte, il y a un organe que je n'ai pas cité, qui est fait à base d'enzymes aussi, hein. C'est ce qu'on appelle le code génétique. Le code génétique, c'est le tableau de correspondance entre les séquences d'ARN, d'informations, et les séquences de protéines qui donnent des formes. C'est un tableau comme le tableau du code Morse, où vous avez la lettre A qui correspond à tout, la lettre B qui correspond à tout, etc. Voilà comment se fabriquent donc les protéines, et en particulier les enzymes. Eh bien, derrière ce mécanisme, vous avez un des secrets du vivant dont nous allons parler maintenant, c'est ce qu'on appelle l'assemblage clé-serrure. Oui, clé-serrure, si je reprends l'image précédente, vous voyez que ici, on pourrait imaginer que le ribosome, c'est une porte, et que pour entrer, il faille une certaine clé. Et on va imaginer qu'il y a 20 clés possibles, qui sont les 20 acides aminés. Et en fait, toutes ces clés sont essayées l'une après l'autre jusqu'à ce que la bonne puisse ouvrir la porte. Alors vous voyez, c'est un processus qui paraît assez idiot, en fait assez long. C'est un peu comme si vous aviez une foule dont les individus avaient chacun une clé. Et que cette foule passe devant une porte et que chacun essaye sa clé. Moi, ça marche pas. Ah, moi, ça marche pas non plus. Et le suivant, non, ça marche pas. Et puis tout d'un coup, vous en avez un qui passe. Ah, moi, ça marche. Salut les amis, je m'en vais, je rentre dans la porte. Il y a reconnaissance d'une clé à un moment par la serrure. Eh bien, ce mécanisme qu'on appelle l'assemblage serrure-clé est tout à fait déterminant dans le vivant. On va en voir des exemples. Je vous disais, dans le ribosome, on assemblait les acides aminés au rythme de 5 à 10 par seconde. Quand vous pensez que certaines protéines, comme l'hémoglobine, ont 500 maillons, vous voyez, là, ce serait assez long. Vous voyez que pour faire une hémoglobine complète, à 500 maillons, à 5 maillons par seconde, par exemple, il faudrait 100 secondes. Ce serait trop long. Alors, la nature fait bien les choses. En fait, il n'y a pas un ribosome tout seul qui utilise le ruban d'ARN, il y en a une dizaine. C'est-à-dire que le ruban d'ARN sort du noyau, se promène dans la cellule, et il est attrapé par plusieurs ribosomes, typiquement une dizaine, et vous avez ainsi une dizaine de ribosomes au travail sur le même brin d'ARN, sur le même gène. Bon, c'est assez rapide pour notre fonctionnement. Je vais vous en donner un exemple. Vous vous mettez à courir. Vous savez que très rapidement, mettons 1 à 2 minutes après vous êtes mis à courir, vous allez commencer à transpirer. Bon, la transpiration, elle sert à évacuer la chaleur de l'activité musculaire et donc elle est commandée par votre génome. C'est-à-dire que quand vous vous mettez à courir et que votre sang s'échauffe, eh bien, votre génome va réagir par des signaux chimiques, va être au courant, si vous voulez, qu'il y a un besoin de transpiration. Et il y a un gène, appelons-le le gène de la transpiration, dans vos cellules. Bon, que fait ce gène? C'est pas compliqué. Il fabrique du sel. C'est un gène qui fabrique du sel sur la surface de la peau, hein. Là, ça concerne uniquement les cellules qui sont à la surface de la peau, les glandes sudoripares. Et dans ces glandes, ce gène va commander la fabrication de sel. Et comme le sel attire l'eau, ce sel qui est fabriqué par ces glandes va attirer l'eau et les cellules vont se gorger d'eau et elles vont expulser de l'eau. Voilà. Donc c'est très simple. Pour faire de l'eau, il suffit de sel. Et le gène commande le sel. Alors pourquoi je vous dis tout ça? C'est pour vous montrer que tout ça se produit, disons, en quelques minutes. Quand je vous disais que vous vous mettez à courir et 2 minutes après vous commencez à transpirer, c'est parce que 2 minutes, c'est le temps qu'il a fallu pour que, votre génome réalise qu'il y avait un besoin par des signaux chimiques, 2, qu'il fabrique des photocopies du bon gène, 3, que ce bon gène se mette à fabriquer les protéines de la sudation grâce au ribosome, et 4, que ce ribosome en ait fabriqué suffisamment. Et à ce moment-là, vous vous mettez à transpirer. Vous voyez, ça prend 2 minutes. Donc c'est le rythme normal d'un être vivant et au niveau moléculaire, ça va beaucoup plus vite parce qu'il y a beaucoup de colliers de perles, hein. Ça va très très vite.
Mais c'est comme ceci que ça fonctionne et c'est le rythme normal d'un corps humain. Alors maintenant, je vais vous montrer un exemple extrêmement frappant d'auto-assemblage. Et là, vous allez avoir une surprise qui est l'équivalent de la surprise de la personne sourde dont je parlais, qui se trouvait dans un quai de gare et qui voit tout d'un coup tout le monde se diriger vers une porte. Il voit de l'auto-organisation spontanée. Eh bien, vous allez assister à cela lorsque je vais vous expliquer ce qu'est le flagelle. Et là, je vous pose une question. Qui a inventé la roue? La bactérie. Qui a inventé le moteur électrique? La même bactérie. Et oui, parce qu'une roue pour une bactérie, ça sert à rien, hein. Pas comme nous sur Terre, avec une roue, on peut rouler sur une route, mais pour une bactérie, une roue, ça n'a aucune utilité. Par contre, une roue assortie d'un moteur électrique, ça sert à quelque chose. Et je vais vous expliquer là à quoi. Vous voyez cette bactérie, elle a un gros fil derrière. Ce fil, c'est le flagelle. Et ça lui sert pour sa locomotion. C'est-à-dire que pour avancer, la bactérie agite ce flagelle. Bon, ce flagelle, vous savez ce que c'est parce que vous avez en tête peut-être l'exemple des spermatozoïdes qui ont un flagelle qui s'agite et c'est ce qui fait avancer les spermatozoïdes vers la cible, l'ovule. Eh bien, les bactéries disposent de ce genre de flagelle et il y a deux techniques. La plus simple, c'est que le flagelle batte de gauche à droite. Alors ça ressemble à la godille, gauche-droite, gauche-droite. Mais chez d'autres bactéries, c'est plus sophistiqué, c'est un mouvement rotatif. C'est-à-dire que ce flagelle, c'est une hélice de bateau. Il est mu par un moteur rotatif et il tourne à peu près à 3000 tours minute. C'est l'hélice de bateau de la bactérie et vous allez voir que c'est une hélice de bateau qui est mue par un moteur électrique. Et ce moteur électrique, vous allez voir qu'il se forme par auto-assemblage, c'est-à-dire tout seul. On va faire une petite comparaison avec un jeu de mécano. L'ensemble du flagelle, c'est-à-dire le flagelle plus la roue plus le moteur électrique, l'ensemble de cet organe est fait de 40 pièces, 40 protéines qui ont une forme bien particulière. Donc vous pouvez penser à 40 pièces métalliques. Donc imaginez que devant vous, on pose 40 pièces, des rondes, d'autres carrés, des boulons, différentes pièces, et on vous dit, voilà, vous avez 40 pièces avec, il faut monter un chariot, par exemple. Alors, imaginons que nous avons ce type de mécano, comment ça va fonctionner? Si on parle d'un mécano, il y a un enfant qui, avec son cerveau, va analyser comment on fabrique la pièce. En général, il a un mode d'emploi. Et il lit le mode d'emploi et on lui dit commencez par prendre la pièce plate. Très bien. Ensuite, vous prenez la roue et vous l'encliquez dessus. On prend la roue. Ensuite, vous mettez telle et telle pièce. Voilà comment ça se passe. Il y a un mode d'emploi et il y a un ouvrier. Eh bien, dans le cas de la cellule, il n'y a ni mode d'emploi, ni ouvrier. Il y a uniquement les 40 pièces qui se fabriquent. Qui fabrique les 40 pièces? C'est la bactérie. Son génome possède 40 gènes qui chacun correspond à une des pièces. Par le ribosome, le système que je vous ai montré tout à l'heure, ces 40 ARN vont chacun fabriquer plusieurs exemplaires de pièces. Il en faut plusieurs. Va fabriquer plusieurs exemplaires de pièces. Et ainsi, ce travail va faire que dans la bactérie, il y aura les 40 pièces en plusieurs exemplaires qui flottent. Le travail de la bactérie se termine là. La bactérie ne fait rien d'autre que exprimer son génome, fabriquer les 40 pièces, les relâcher dans l'eau interne, à son intérieur, et c'est terminé. Et tout le reste se fait tout seul. Alors, c'est tout à fait étonnant, et je vais vous dire, bon, c'est carrément miraculeux. J'emploie volontairement le mot miraculeux parce que le flagelle des bactéries est un exemple qui a été pris à une époque par les créationnistes qui voulaient trouver des raisons de l'existence de Dieu en observant les êtres vivants et qui disaient telle ou telle opération est tellement peu probable que ça tient du miracle. Et donc il y a forcément un créateur.
C'est ce genre de faux argument que je vous avais donné la dernière fois en parlant de l'hémoglobine. Il n'y a rien de divin là-dedans. Alors là, l'argument de dire le flagelle s'assemble de façon miraculeuse est aussi faux que l'autre. Bon, alors comprenez-moi, je suis pas là pour vous dire qu'il faut pas croire en Dieu. Je dis simplement, choisissons les bons exemples. Si on veut parler de l'existence de Dieu, c'est pas là qu'il faut le faire. Dieu n'a certainement jamais réfléchi à la façon d'assembler 500 maillons pour faire une hémoglobine. Il n'a jamais réfléchi à la façon d'assembler 40 pièces pour faire le flagelle d'une bactérie. Il faut pas placer Dieu à ce niveau-là. Par contre, il y a des questions fondamentales. Celle, par exemple, de dire, derrière tout ça, on part de quelques petits colliers de perles tout petits, ça fait des opérations très approximatives, et puis on arrive maintenant à des êtres aussi compliqués qu'un homme, à des êtres pensants. Bien, la question c'est, derrière cela, est-ce que c'est simplement le hasard qui joue, ou bien est-ce qu'il y a un projet divin? Alors moi, je me sens souvent très proche de Teilhard de Chardin, parce que je ne suis pas croyant. Mais j'apprécie chez Teilhard de Chardin le fait qu'il avait vu tout ça, l'auto-organisation. Teilhard de Chardin a été un des premiers à montrer comment, en partant de particules, on arrivait à un être pensant par un cheminement absolument incroyable. Et là, je respecte l'idée de Teilhard de Chardin, qui est de dire ce cheminement, il va vers un but, il y a un projet derrière. Alors moi, je ne suis pas croyant, mais je respecte totalement ça. Et je pense que c'est là qu'il faut poser la question divine, c'est à ce niveau-là. Y a-t-il un projet ou pas? Pas au niveau de l'hémoglobine ou au niveau du flagelle. Donc je ferme la parenthèse, c'était un mauvais exemple. Et moi je vais vous montrer comment se forme le flagelle. Mais avant, je répète, les 40 pièces du flagelle ont simplement été fabriquées par la bactérie et son travail s'arrête là. Et toute la suite est automatique. Alors pour que la suite se fasse, moi je dis que la recette de cuisine de la fabrication du flagelle, la recette de cuisine est inscrite dans chacun des ingrédients. C'est-à-dire que chacun des ingrédients a la bonne forme qui fait qu'il va se placer au bon endroit, au bon moment, pour fabriquer le flagelle. Il, entre guillemets, sait, chacune de ces pièces sait ce qu'elle doit faire, parce que c'est inscrit dans sa forme. Moi, je dis la recette de cuisine est inscrite dans les ingrédients. Ça, c'est une question métaphysique. Pourquoi ? Et en science, eh bien, on dirait plutôt que l'organisation du flagelle, en l'espèce, l'organisation ou l'organisation du vivant, est potentiellement présente dans le substrat, c'est-à-dire dans la matière. Et là, le substrat sont les 40 pièces qui vont s'assembler toutes seules. Alors maintenant, une image simple pour comprendre ce qui va se passer avec ces 40 pièces. Je vous rappelle qu'elles flottent au hasard dans la bactérie. Comme tout à l'heure, les acides aminés flottaient autour du ribosome. Les 40 pièces flottent. Que se passe-t-il? Eh bien, à un moment, vous avez une de ces pièces, on va l'appeler la pièce numéro 1, c'est une pièce qui a la bonne forme pour se clipser sur la membrane. C'est-à-dire qu'elle se fixe et elle traverse la membrane. Bon, là, il n'y a rien de miraculeux. Je vous signale que si vous prenez une cellule de votre corps, la membrane est encombrée de protéines. Ce sont des protéines qui servent à faire passer dans la membrane tel ou tel matériau, des ions, des protons, etc. Et donc, ce sont des enzymes qui se collent à la membrane pour une fonction donnée. Donc, il y a énormément de protéines, on les appelle les protéines transmembranaires, hein, qui traversent la membrane. Alors là, il y en a une, c'est la pièce numéro 1 qui se fixe. Elle a fini son travail, elle s'est fixée. Elle a une certaine forme, cette pièce numéro 1. Et il y a une autre des 40 pièces, qu'on va appeler la pièce numéro 2, qui se trouve avoir la forme idoine pour s'assembler avec la première. Et on attend qu'une de ces pièces passe devant. Ça peut se produire en 1/10 de seconde, ça peut se produire en 2 minutes, 3 minutes, ou même une demi-heure, si on a beaucoup de malchance. Mais in fine, à un moment donné, la pièce numéro 2 passera par hasard devant la pièce numéro 1. Et quand elle passe devant, comme elle a exactement la forme et qu'elle s'attire par des charges électriques, clac, vous avez la pièce numéro 2 qui s'est encliquée au bon endroit. Et on continue.
elle a une forme particulière. Il y a une pièce numéro 3 qui a la forme idoine. Et cette pièce numéro 3, on attend qu'elle passe. Tôt ou tard, elle passera au bon endroit et clic, elle s'encliquera. Vous avez ainsi une dizaine de pièces qui s'assemblent et ça forme ce qu'on appelle le stator du moteur. Dans un moteur électrique, vous avez une partie fixe qui est le stator et vous avez une partie qui tourne qui est le rotor. Eh bien, le stator s'est formé ainsi par une dizaine de pièces. Et quand il est formé, il a la bonne forme pour qu'une première pièce du rotor vienne entrer au centre. Et c'est le début du rotor. Et le rotor lui-même s'assemble par le même processus. Et il y a le flagelle qui est fait d'autres protéines qui vient se coller au bon endroit. Et pour terminer, il y a le moteur électrique. Alors le moteur électrique, ce sont des enzymes qui sont sensibles au courant électrique. Et vous en avez une partie qui se met dans le rotor et une partie qui se met dans le stator. Et vous avez donc rotor et stator qui sont dotés d'enzymes qui sont électriques, qui sont capables de s'attirer par électromagnétisme. C'est un moteur électrique. Très exactement, à un petit détail près, c'est que les moteurs que vous connaissez utilisent des électrons. C'est un déplacement d'électrons, l'électricité. Eh bien, dans les cellules, ce ne sont pas les électrons, ce sont des protons. Le proton, c'est une particule qui est positive. C'est le noyau d'hydrogène, le proton. Comme il y a beaucoup d'hydrogène partout dans le corps, eh bien, il y a beaucoup de protons. C'est le proton qui est utilisé comme véhicule électrique au lieu de l'électron. Mais c'est la même chose. C'est une particule positive au lieu d'une particule négative. Et ça marche tout aussi bien. Voilà comment se forme ce flagelle. Donc 40 pièces qui sont sécrétées et qui sont fabriquées par le génome, le ribosome et tout ce que je vous ai montré. Et une fois qu'elles sont fabriquées, le travail est terminé. Tout le reste se fait tout seul. C'est merveilleux. On aimerait bien avoir des usines comme ça où les produits se fabriquent tout seuls. Alors maintenant, je vais vous donner un dernier exemple du mécanisme clé-serrure. Et là, excusez-moi si je vous rappelle des mauvais souvenirs, le coronavirus. Eh bien, le coronavirus, comment infecte-t-il un organisme? Par le mécanisme clé-serrure. Alors, la clé, c'est une protéine, la serrure, c'est une autre protéine. Alors, quelles sont-elles? Je commence par la serrure. À la surface d'une cellule de vos poumons, voilà une cellule de poumon, vous avez à un endroit une de ces protéines qui se colle à la membrane. Je vous disais qu'il y en avait beaucoup. Il y en a une qui s'appelle la protéine ACE2, connue en médecine. Cette protéine, elle est collée à la membrane et elle est donc visible de l'extérieur. Mais elle peut communiquer avec l'intérieur. Cette protéine, qu'on va appeler la serrure, elle n'a rien à voir avec le virus ou les rhumes. Rien à voir. Elle a une fonction, j'ai regardé dans Wikipédia avant de faire la conférence, elle a une fonction qui joue sur la vasoconstriction. Voilà. Elle est connue des labos de médecine parce qu'on fait des médicaments pour utiliser cette protéine qu'on appelle un récepteur. Et ça joue dans la vasoconstriction. Rien à voir avec le coronavirus. Seulement, elle est maintenant concernée par la pandémie. Pourquoi? Parce que le hasard a fait qu'un jour, un virus a trouvé la bonne clé. Il n'a pas trouvé une clé parfaite, mais il a trouvé une clé qui marchait quand même et il arrivait à ouvrir la serrure. Comment il a trouvé ça? C'est le hasard. Je vous signale que quand vous buvez la tasse dans la mer, vous absorbez 500 000 virus d'un seul coup. Bon, vous n'en mourrez pas parce que ce sont des virus totalement inoffensifs, mais il y a énormément de sortes de virus. On pense toujours au virus du sida, au coronavirus, etc. On en connaît comme ceci plusieurs milliers qui sont nocifs, on le sait. Mais ce qu'on connaît et ceux qui sont nocifs, c'est une toute petite proportion des virus. Les virus, il y en a plein partout et ils sont tout à fait inoffensifs. Et donc un jour, de ces milliards de virus qui se promènent partout, par hasard a trouvé la clé. Et quand il a trouvé la clé, il a pu ouvrir la serrure. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, le coronavirus se colle à la protéine ACE2. En se collant, il y a fusion des membranes, c'est-à-dire que la membrane de la cellule s'ouvre et la membrane du virus fusionne avec. Et à ce moment-là, le virus peut relâcher à l'intérieur de la cellule tout son patrimoine génétique. Un virus, qu'est-ce que c'est? C'est un patrimoine génétique, c'est-à-dire des gènes,
qui sont entourés d'une capside, c'est-à-dire une capsule de protéines. Et donc là, vous voyez, à l'intérieur de ce virus, il y a son génome, et à l'extérieur, il y a des protéines qui forment une coque, et en particulier, il y a les protéines qu'on appelle spike, qui sont les clés de ce virus. Ce sont des protéines. Donc un jour, un virus qui possédait ainsi des clés autour de lui, eh bien, il est entré. Ça me rappelle quelque chose de curieux que j'ai vu à Londres quand j'étais jeune. Il y avait une petite Austin qui était mal garée. J'ai vu un policier arriver, il avait un gros trousseau de clés, il a essayé les clés une par une, et à un moment il en a eu une qui marchait. Et il a emmené à la fourrière la voiture. Bon, je pense que ça pourrait plus se produire aujourd'hui, mais vous voyez le mécanisme qui a permis à ce virus de trouver la bonne clé, et c'est le même que le policier qui avait un trousseau de clés et qui les a essayées. Et c'est comme ça qu'est né le premier coronavirus. Bon, vous savez ce qui se passe après, hein, une fois qu'il y a eu fusion, le patrimoine génétique, c'est-à-dire des gènes d'ADN ou d'ARN du virus se trouve à l'intérieur de la cellule, et à l'intérieur de la cellule, il y a des ribosomes, les petites boîtes que je vous montrais tout à l'heure, l'orgue de Barbarie. Il y a des ribosomes, et les ribosomes, eux, ils savent pas. Quand il y a des brins d'ARN qui se promènent, ils savent pas si cet ARN vient de la cellule ou si cet ARN vient d'un virus, ils savent pas. Donc ils attrapent cet ARN, et ils se mettent en route et ils fabriquent des protéines. C'est-à-dire que les ribosomes de la cellule se mettent à fabriquer les protéines du virus. Un virus du type coronavirus a une vingtaine de protéines. Eh bien, la cellule se met à fabriquer la vingtaine de protéines frénétiquement, comme si c'était le gène de la transpiration dont je vous parlais tout à l'heure, ou le gène de l'alcool déshydrogénase parce que vous avez bu. Le ribosome, lui, il ne sait pas. Il voit apparaître des ARN, et il les prend et il les traite. Et voilà. Et il fabrique à l'infini des protéines du coronavirus. Alors, ça ne va pas jusqu'à l'infini, parce qu'à force de fabriquer et de fabriquer ainsi des protéines, à un moment, la cellule éclate. Mais entre-temps, toutes ces protéines à l'intérieur de la cellule, elles se sont auto-assemblées. On retrouve encore un auto-assemblage. C'est que ces protéines du virus, quand elles sont fabriquées à l'intérieur de la cellule, au gré des rencontres, elles se lient entre elles et elles fabriquent toutes seules, comme le flagelle de la bactérie, des nouveaux virus. Et donc la cellule finit par se gorger de protéines de virus et qui fabrique des virus et des virus et des virus. Et quand il y en a plusieurs milliers, la cellule éclate et vous avez des milliers de virus qui repartent dans la nature et qui vont essayer leur clé de nouveau. Alors de temps en temps, vous apprenez qu'il y a un virus Covid-19 qui est plus contagieux. J'ai lu ça il y a une semaine dans la presse, j'ai vu qu'il y avait maintenant un nouveau variant qui représentait déjà 30% des infections aujourd'hui, et le 30% monte vite, et donc on dit que c'est un variant qui va devenir dominant. Bon, je vous rassure tout de suite, ce variant ne crée pas plus de problèmes que les autres, simplement il est un peu plus contagieux, c'est-à-dire que la serrure marche un peu mieux. Et ça me permet donc de vous expliquer ce qu'on appelle un virus qui est un peu plus contagieux. C'est un virus qui a un peu mieux adapté sa clé. Et comment il l'a adapté? Uniquement par le hasard. C'est une mutation qui a porté sur la clé et qui a un peu mieux ajusté la clé. Et bien évidemment, si sa clé est mieux ajustée que les autres, il va pénétrer beaucoup plus facilement les cellules et il va devenir dominant. Voilà, c'est la loi de Darwin. Voilà, donc j'espère ne pas avoir ravivé trop de mauvais souvenirs chez vous, mais ça se passe tous les jours avec tous les virus. Alors pour terminer, je vais passer au degré le plus poussé du Lego, qui est l'être multicellulaire. Je vous ai parlé de 4 niveaux de Lego, les particules, les atomes, les molécules minérales, et finalement le 4e, les macromolécules dont nous venons de parler. Tout ceci fonctionne par auto-assemblage. Je ne vous ai pas dit qu'il y avait un 5e niveau de Lego. Le 5e niveau de Lego est apparu il y a à peu près 1 milliard d'années, lorsque les cellules ont commencé à coopérer et à former des êtres multicellulaires. Jusqu'il y a 1 milliard d'années à peu près,
il n'y avait dans la vie que des êtres unicellulaires, des bactéries ou des cellules eucaryotes. Eucaryote, c'est la cellule qui compose notre organisme, mais qui étaient isolées. Il y en a encore beaucoup, hein. Dans l'océan, vous avez ce qu'on appelle des protistes, le plancton, tout ça, c'est largement fait d'êtres unicellulaires. Mais il y a 1 million d'années, certaines de ces cellules ont commencé à s'assembler et à coopérer. Et elles ont formé des êtres qu'on appelle multicellulaires, et dont vous allez voir qu'ils s'auto-assemblent. L'être multicellulaire se fabrique par auto-assemblage, et dans ce sens, il constitue, avec la cellule eucaryote, le 5e niveau de l'ego, encore plus complexe que le 4e. Mais le principe est le même, c'est toujours ma fameuse règle. La recette de cuisine est inscrite dans les ingrédients, qui va jouer. On a des fossiles qui remontent à 1 milliard d'années, mais dont on n'est jamais très sûr. En fait, vraiment, les fossiles les plus sûrs sont ceux qui remontent à 580 millions d'années, où là, on a même toute une faune d'animaux très bizarres qui se sont assemblés. Dans un être multicellulaire, les cellules se différencient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les cellules ont le même génome, hein, toutes. Par contre, à un certain moment, quand l'embryon se développe, les cellules se spécialisent. Elles ont toujours le même génome, mais il y a une partie de leur génome qui ne s'exprime pas, une autre qui s'exprime, et cela différencie les cellules. C'est ainsi que vous avez des cellules de foie, des cellules de poumon, des cellules de peau. Chez l'homme, à partir de l'œuf fécondé, le zygote, eh bien, c'est une seule cellule. Et cette cellule, elle va croître, elle va se diviser, ça va faire 2 cellules, qui vont se diviser, ça va en faire 4, 8, etc. Mais au fur et à mesure de ces divisions, à certains moments, la cellule va se spécialiser, c'est ce qu'on appelle se différencier. C'est-à-dire qu'une cellule va se programmer, si vous voulez, pour être une cellule de poumon. À côté, une autre va se programmer pour être une cellule de l'estomac. Et donc, vous avez une différenciation progressive des cellules, et ces différentes cellules vont fabriquer des organes. Nous avons, 200 types de cellules, peau, foie, poumon, cœur, etc. Chez les êtres multicellulaires les plus simples, c'est 4 variétés. Alors, je vous dis que ce processus, qui comprend les divisions cellulaires et les différenciations, je vous disais que ce processus est un processus d'auto-assemblage. Alors, je vais vous en donner une preuve simple. C'est le petit ver que vous voyez là, qui fait partie de ce qu'on appelle les nématodes, des vers extrêmement rudimentaires, qui remontent vraiment à la nuit des temps. C'est un petit animal qui est très étudié. Alors, je vais vous dire pourquoi. D'abord parce qu'il est petit, il est simple. Néanmoins, il a tous les organes d'un être multicellulaire. Il a un tube digestif, il a des organes sexuels, etc. Et ce petit ver, il est très étudié aussi parce qu'il a une autre qualité, c'est qu'il est transparent. Donc on peut tout voir au microscope. Et dernière qualité, il se reproduit très vite. C'est un petit animal, il lui faut peut-être quelques heures pour devenir adulte, donc on peut observer des séries importantes de réplication. C'est un peu comme les mouches drosophiles. Vous entendez souvent parler des mouches, c'est la mouche du vinaigre. La drosophile est très utilisée par les biologistes, c'est simplement parce que cette petite mouche, elle se réplique très facilement, et aussi on observe son génome assez facilement, et donc elle est très utilisée. Eh bien, le ver qui est là, son nom est toujours très difficile à prononcer, Scainor abitus elegans. Il est connu parce que ce petit ver possède 959 cellules. Je n'ai pas dit 958, je n'ai pas dit 960. Il possède 959 cellules. C'est-à-dire qu'à la naissance, à la conception, si vous voulez, vous avez une cellule qui est l'œuf fécondé. Cette cellule va se diviser, va faire des différenciations cellulaires. Il y a aussi certaines cellules qui vont mourir parce que ça fait partie du processus. Il y a des cellules qui se créent, mais il y a aussi des cellules qui meurent. On appelle ça l'apoptose. Et ça existe aussi dans votre corps. Il y a des cellules qui sont programmées pour mourir. Il faut qu'elles meurent pour que les autres puissent faire leur travail. Donc, il part d'une cellule, ensuite 2, ensuite 4, 8, etc. Certaines cellules meurent, et à la fin, ça se termine par 959 cellules.
Alors, il y a un scientifique qui s'appelle Sidney Brenner qui s'est dit, mais je vais prendre mon microscope et je vais observer les 959 cellules. Ça prendra le temps que ça prendra, mais 959, ça fait même pas 1000. Je suis capable de répertorier les 1000 cellules et de voir comment elles apparaissent et où et quand. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris son temps, il a pris son microscope et il a observé des générations successives de nématodes, de ce ver, pour observer où naissait chaque cellule et où elle allait se positionner. Et il a fait tout ça. Alors ça prenait beaucoup de temps, mais pour ne pas s'ennuyer, il avait l'œil rivé sur le microscope, mais en même temps il faisait du Rubik's Cube. Alors le Rubik's Cube, c'est intéressant parce que vous n'avez pas besoin de regarder. La plupart des opérations du Rubik's Cube, elles se font mentalement et par les mains. Donc vous n'avez pas besoin des yeux. De temps en temps, oui, vous regardez où en est le Rubik's Cube, mais le reste du temps, c'est presque mécanique, c'est dans les doigts que ça se fait avec le cerveau. Et donc lui, il avait l'œil rivé sur son microscope, le Rubik's Cube dans les mains, et il passait des journées entières comme ça. Bon, ça lui a quand même valu le prix Nobel. Et il nous a expliqué comment chacune des cellules apparaissait et allait se positionner au bon endroit. Et il y avait le nombre exact de cellules. Alors ça paraît totalement miraculeux, mais c'est exactement le même principe que le flagelle. C'est un peu plus compliqué parce que pourquoi une cellule va apparaître à tel endroit, pourquoi elle va se différencier en cellule de foie, pourquoi elle va se placer à l'endroit du foie, pourquoi le foie va grandir mais à un certain moment va s'arrêter de croître. Tous ces pourquoi, eh bien, c'est lié à un tissu complexe de relations entre les cellules. Il y a d'abord plein de signaux chimiques, des hormones, différents produits chimiques qui sont fabriqués par les cellules. C'est le génome qui s'exprime, qui fabrique des protéines et des signaux chimiques. Et puis, il y a, en dehors de ces contraintes chimiques, il y a des contraintes physiques. Les cellules sont très sensibles à leurs voisines. Il y a d'ailleurs des moyens de communication entre cellules. Et puis, il y a la pression. Une cellule sent la pression de sa voisine. Et le jeu de toutes ces contraintes chimiques d'un côté, génétiques, et en même temps physiques, c'est un miracle, mais c'est un miracle qui se fait tout seul. 959 cellules, toutes à leur place. C'est merveilleux. Dans le corps humain, c'est un peu plus compliqué, parce que nous, ça n'est pas un millier de cellules que nous avons, c'est plutôt, de mémoire, 100 000 milliards. Bon, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas 100 000 milliards de cellules qui vont toutes se placer miraculeusement au bon endroit. C'est-à-dire que dans un être complexe comme notre organisme, c'est un processus qui est statistique. Je prends l'exemple du foie. Le foie d'un embryon va se créer. Donc le foie va grandir, et à un moment il s'arrête de grandir. Pourquoi? Parce qu'il y a des hormones de croissance qui le font grandir, mais à un moment donné, la pression des autres organes qui sont autour du foie fait que les cellules de foie vont percevoir une pression, et cette pression va inhiber les hormones de croissance. Et donc le foie va s'arrêter de croître. Par contre, quand l'enfant grandira plus tard, son foie se remettra à croître, mais toujours s'arrêtera à une certaine taille. Et ça, c'est statistique. Personne n'a compté les cellules de foie, et c'est parfaitement statistique. Mais c'est toujours sur des règles qui sont les mêmes que pour le petit ver nématode. Et ça marche. Malheureusement, ça marche pas à 100%. Et le petit pourcentage qui ne marche pas, ça porte un nom, c'est le cancer. Malheureusement, c'est ça. Le cancer, c'est lorsque ce tissu de relations extrêmement complexe qui fait que les cellules savent, si vous voulez, entre guillemets, jusqu'à quel stade elles doivent se développer et s'arrêter, ce savoir est brisé à un certain moment. Là, c'est la tumeur. Alors je termine sur un exemple qui est très frappant aussi. Je reviens maintenant sur un être extrêmement simple, qui est même l'être le plus simple qu'on connaisse multicellulaire, c'est l'éponge. Et je termine par cet exemple d'auto-assemblage. Une éponge, elle est faite de cellules qui sont accrochées les unes aux autres par ce qu'on appelle des protéines d'adhésion. Il y a des protéines qui servent à coller les cellules. Alors, ces protéines d'adhésion, on sait les couper chimiquement. Et si on les coupe, ça désagrège l'éponge. C'est-à-dire que imaginez un récipient d'1 litre d'eau dans lequel il y a une éponge. Si on coupe ces liens, là, les protéines d'adhésion, eh bien, on se retrouve avec des cellules
qui sont dispersées dans l'eau. Vous n'avez plus une éponge, vous avez une solution d'éponge avec des cellules eucaryotes qui se promènent dans le récipient. Si on ajoute les bons éléments pour que se reconstituent des protéines pour coller les cellules, eh bien on attend et en quelques heures, une nouvelle éponge s'est fabriquée dans le récipient. Voilà ce que c'est que l'auto-organisation. Vous avez des cellules, vous les laissez faire et toutes seules, elles se reconstituent. La recette de cuisine est dans chacune des cellules. Eh bien, j'espère que ceci vous a intéressé. Comme j'en ai l'habitude, je termine par une petite phrase de Paul Davies. Alors, je vous parlais de religion. Paul Davies est un philosophe des sciences qui a une culture scientifique absolument incroyable, plus dans l'astrophysique d'ailleurs que dans la biologie, mais enfin tout de même, il couvre un spectre immense. Et il est un exemple de savant croyant. Donc surtout ne croyez pas que je dénigre la religion ou la foi. Lui est un savant qui est croyant. Alors cette petite phrase qu'il donne ne concerne pas le domaine du vivant. Là, je remonte vraiment au niveau le plus élémentaire, c'est-à-dire le niveau des atomes. Et cette petite phrase que j'aime bien, c'est « collectivement, ces atomes dénués de pensée font les choses ensemble et exécutent la danse de la vie dans une exquise précision. » Et voilà ce que c'est que la vie, c'est cette danse incroyable. Alors je vous ai beaucoup parlé aujourd'hui de tout cela et de Darwin, qui est un peu derrière tout ça, et donc ce sera le sujet de ma prochaine conférence, l'évolution darwinienne. Eh bien, je vous remercie et à très bientôt. Cette vidéo est tirée de mon livre « L'univers 1000 feuilles ». Je vous invite à consulter mon site sur lequel vous pouvez aussi me joindre sur www.mgm-ec.fr.